Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré hier à Oran l'usine de Cap-Blanc, la plus grande usine de dessalement d'eau de mer du pays, en concrétisation de son engagement envers les citoyens de la wilaya pour un approvisionnement en eau potable régulier. Retour sur cette visite dans quelques instants. Démenti de l'Agence française de développement au sujet d'une soi-disant aide à l'Algérie, l'AFD affirme qu'il s'agit de crédits destinés aux entreprises françaises pour rester dans le pays, au contraire de ce qu'avançaient des figures de l'extrême droite. Explication dans cette édition. Dans le dossier sahraoui, nouvelle expulsion de 3 eurodéputés par l'occupant marocain de la ville de l'Aïn occupée. Le Marzen poursuit son blackout médiatique pour empêcher toute documentation sur les violations des droits humains commis à l'encontre des Sahraouis. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué hier une visite de travail dans la wilaya d'Oran, qualifiée d'historique. Il a inauguré la plus grande usine de dessalement d'eau de mer en Algérie. Le chef de l'État a souligné que sa réalisation en moins de 26 mois illustre l'Algérie victorieuse. Cette réalisation est la première d'une série de 5 stations de dessalement qui seront inaugurées les jours à venir. Le compte-rendu de Amel Bouarba. Avec l'inauguration par le président de la République de l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc, l'Algérie franchit une étape cruciale dans l'industrie du dessalement. Une méga-usine réalisée en un temps record grâce à la mobilisation des compétences nationales. أعطيناهم توجيهات صح ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة تقنيات تقريب جديدة عليهم ولكن كانوا في مستوى التحدي هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. Le président de la République a salué tous ceux qui ont veillé à la concrétisation de cette grande réalisation permettant d'atteindre un haut niveau de maîtrise des techniques et des technologies de dessalement d'eau de mer. الجزائر مستقلة من أين انطلقت وإلى أين وصلت. يعني كل سنة وجزء من السنة ندخل في عالم آخر تكنولوجيا وتقنيات ربما في وقت فات في بداية الاستقلال كان صعب حتى حفر آبار عميقة اليوم يعني تجاوزنا إلى مرحلة الإنجاز بالسرعة وبالتكنولوجيا الكافية بحيث وضعنا الحجر الأساس لهذا المشروع العملاق منذ 25 شهر أقل واليوم لنا الشرف باسم الجزائريات والجزائريين باسم الجزائر المستقلة جزائر تحدي جزائر المنتصرة أننا ندشن في ظرف 26 شهر راه الإنسان اللي ما مارسش في الورشات ما يعرفش قيمة هذا Cette réalisation est la première d'une série de 5 stations de dessalement qui seront inaugurées ces jours-ci, en attendant la réalisation d'autres stations stratégiques. محطة هذه نتاع كاب بلون رأس أبيض هي أولى من سلسلة نتاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بوحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله عندنا الإمكانيات عندنا الرجال بالأخص. En misant sur les compétences algériennes, l'Algérie a économisé près d'1 milliard de dollars pour les 5 stations de dessalement, en plus d'un gain de temps record.
Lors de cette visite, le président de la République a annoncé qu'il est désormais possible d'accorder des autorisations pour la réalisation de forages aux agriculteurs, sous condition de respecter des normes étudiées afin de préserver les eaux souterraines. Je vous propose de l'écouter. ماذا بينا الفلاحين نعاونوهم معليش نعطوهم الرخص تاع حفر الآبار مي il faut des instruments très précis pour vérifier la nappe phréatique تاعنا. يكون منح مدروس. على بالك الكارثة قادرة توصل لأن الكارثة تسلطت بعض البلدان الأخرى. لورسكو لا ناب تهبط بزاف يا نابال لو صالي تصبح لا ناب صالي. صحيح. ما تصبح ما تنفع لا الفلاحة ولا يفو ميو ما نفهموهم مستوى معين لا ناب doit rester. Cette réalisation qui approvisionnera en eau potable la wilaya d'Oran ainsi que des wilayas limitrophes tombe un point nommé pour les citoyens mais aussi pour les opérateurs économiques, nous dit Yasmine Amri. La mise en service de la station de dessalement de Kablon vient répondre aux attentes des Oranais, dont les témoignages illustrent l'importance de ce projet pour la région. On attend cette inauguration avec une impatience. Je ne vous dis pas parce que c'est vraiment, on a besoin de l'eau pour tout. L'eau, c'est la vie. Nous sommes contents et satisfaits du projet de dessalement كابلون اللي داروه رانا متمنين ان شاء الله الماء ما يقطعش عنا باسكو هذه سي اون زون توريستيك. On remercie le président et on lui dit continue comme ça et on demande des gens comme vous. هذا البروجي نتاع كابلون سي ان غون بروجي ان شاء الله et il va nous faire sortir من هذه الازمه ان شاء الله. Ça fait plaisir هذا بدل القريه كما هاك dans notre village pour être irrigué de cette eau de mer, de ce dessalement comme on dit. ايوا والله تيتو ونشكروا بزاف البلاد نتاعنا. Au-delà des habitants, les opérateurs économiques attendent eux aussi l'entrée en service de cette station afin de soutenir la cadence des activités au niveau des différentes zones industrielles. On voudra ce projet de Kablon qui يوفر لنا كمية كبيرة إن شاء الله من الماء باش qui peut de meilleure qualité pour qu'on peut faire de meilleure production. Inch'Allah, on espère que le problème de l'eau soit résolu par ce projet, cette station, Inch'Allah, ya Rabbi. Cette station de dessalement représente un espoir pour toute la région. Sa mise en service progressive marque une avancée importante dans la gestion des ressources en eau. Mandaté par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines prend part au deuxième jour de la réunion ministérielle du G20 à Johannesburg. Lors de son allocution à l'ouverture des travaux hier, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie était profondément convaincue que le droit international, le multilatéralisme et l'Organisation des Nations Unies sont les acquis les plus précieux réalisés par l'humanité au cours des dernières décennies, appelant à permettre à l'Organisation des Nations Unies de jouer son rôle vital, important et nécessaire. En marge de la première journée des travaux de la réunion ministérielle du G20, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Les deux parties ont salué les conclusions de la commission mixte algéro-russe qui s'est réunie fin janvier dernier à Alger. Les deux ministres ont échangé également les vues et analyses autour de plusieurs dossiers politiques et questions régionales et internationales, en tête desquels les développements de la question palestinienne et de la situation dans la région sahélo-saharienne. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé hier soir à Relizane à l'installation de Kamel Berken en tant que nouveau wali de la wilaya. Lors de la cérémonie d'installation, Merred a souligné que le président de la République accorde une attention particulière à la wilaya de Relizane qui bénéficiera
à l'avenir d'un programme de développement complémentaire pour la promouvoir. Le ministre a invité tous les responsables élus locaux, associations et la société civile à soutenir le nouveau wali d'Orlizen et à l'aider dans sa tâche visant à accélérer le processus de développement et améliorer les conditions de vie des citoyens. Suite au communiqué de presse publié par le ministère de la Défense nationale relatif à l'opération qualitative effectuée par un détachement de l'armée nationale populaire le jeudi 20 février 2025, laquelle a abouti à la neutralisation d'un terroriste dangereux dans la forêt de Chengora, Kafshergi, au niveau du secteur militaire de Médéa, en première région militaire. Il s'agit en l'occurrence du terroriste dénommé Souwan Boualem, alias Hillel. L'Agence française de développement tranche au sujet d'une soi-disant aide que la France accorderait à l'Algérie. L'AFD dément et explique qu'il s'agit de crédits destinés aux entreprises françaises pour préserver leur part du marché en Algérie. Ceci met fin à la confusion entretenue par des figures de l'extrême droite et leurs déclarations mensongères. Raouf Hamouche. La partie xénophobe de la France appelle ces derniers temps à des mesures punitives contre Alger, notamment le retrait d'une prétendue aide française au développement à l'Algérie. Cette soi-disant aide n'existe que dans l'imaginaire de cette France raciste, car il s'agit en réalité de crédits accordés aux entreprises françaises pour garder leur part du marché en Algérie. Récemment, des déclarations de l'eurodéputée Sarah Knafo ont suscité la controverse. Elle affirme que la France versait annuellement 800 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Des propos qui ont été rapidement démentis par l'Agence française de développement, qui a précisé qu'aucun prêt n'avait été octroyé à l'Algérie depuis 2005. En effet, aucun prêt n'a été octroyé à l'Algérie, qui rembourse chaque année les emprunts que ce pays avait préalablement contracté auprès de l'AFD. Le seul projet financé depuis 3 ans par l'AFD sur subvention de l'État français à hauteur de 0,7 million d'euros vise à soutenir un partenariat de formation avec l'université de Brest. Faut-il rappeler à ces polémistes à la solde de l'extrême droite française que dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, que l'Algérie a payé de 2010 à 2019 près de 94 millions d'euros qui ont été transférés aux hôpitaux français, plus de 23 millions d'euros de 2020 à 2024. Profitant du silence de l'Élysée, l'extrême droite n'est pas à sa première dérive et s'enlise dans une propagande honteuse sans prendre le soin de vérifier la véracité, sachant qu'elle peut compter sur la justice de son pays qui a tendance à faire du 2 poids 2 mesures, un de ses principes fondamentaux. Passons sous silence les crises internes qui secouent le pays et traduisent les échecs successifs d'un gouvernement en perte de vitesse. Toujours en France, la polémique enfle autour de l'affaire Betaram. L'opposition exige la démission du Premier ministre entaché par le scandale. François Bayrou, ministre de l'Éducation, lors des faits, aurait passé sous silence les actes horribles commis dans l'école privée. Le point avec notre correspondante Hafaf Blouchet. La scène politique française traverse une tempête institutionnelle qui fragilise un peu plus l'exécutif et alimente le climat de défiance vis-à-vis de ses élites. Entre nominations controversées, accusations de passe-droit et affaires judiciaires, la République semble vaciller sous le poids des arrangements et des révélations. La nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel a tout d'une opération périlleuse. Fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, Ferrand a été confirmé à ce poste de justesse avec une abstention notable du Rassemblement national. Un hasard, un calcul politique, ce jeu d'équilibre n'a pas manqué de susciter interrogations et critiques, certains redoutant une instrumentalisation des institutions à l'approche des échéances électorales. Une fois encore, le plus choquant, au-delà de ce faible score obtenu par M. Ferrand, de cette très faible adhésion qui fragilise l'institution du Conseil constitutionnel qui n'en a certainement pas besoin, c'est ce deal secret entre Marine Le Pen et le président Macron. Bon, bah voilà, maintenant c'est vous les journalistes, c'est à vous d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Marine Le Pen a décidé de sauver un ami de M. Macron à la tête du Conseil constitutionnel. Autre affaire qui fait vaciller la classe politique, l'affaire de Notre-Dame de Betaram, un scandale de violence avérée au sein d'un établissement religieux dont les premiers signalements remontent à 1993. François Bayrou, figure de proue du centrisme et chantre de la transparence, se retrouve mis en cause pour son inaction face à des alertes de longue date. Sa défense, il ne savait pas. Tout le monde est ému, le procureur général alerte, mais François Bayrou, ah bon? Caricart, ancien directeur, François Bayrou à l'époque est président du Conseil général, chargé de l'enfance.
investit dans les réseaux catholiques et il découvre tout en 2025. Donc vous ne croyez pas un mot de la défense de François Bayrou? Je pense qu'il se fout de nous à un point rare. Une justification qui peine à convaincre et il renvoie de son côté la balle à la gauche, accusant deux figures que sont Ségolène Royal et Elisabeth Guigou, alors ministre de l'Éducation nationale et de la Justice. La première a déjà annoncé une procédure pour diffamation. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Côté Élysée, ce n'est pas mieux. Le mini-sommet européen sur l'Ukraine n'a pas tenu ses promesses. En juin 2022, le président de la République a annoncé, je cite, « l'entrée de la France et de l'Europe en économie de guerre. Nous n'avons à ce jour pas fait le moindre pas dans cette direction. » Et la réunion de l'Élysée avant-hier n'a pas fait l'objet d'un communiqué pour ne pas étaler les divisions. Et dans un climat budgétaire tendu, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et personne clé de Londres, est sous les feux de critiques entre accusations de gestion opaque du déficit public et refus d'audition devant la Commission des finances. Sa discrétion devient un problème politique. Le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale française n'a pas mâché ses mots. Et s'il ne me répond pas ou s'il me répond par la négative très rapidement, c'est-à-dire on va dire début mars, eh bien j'en appellerai au procureur pour avoir un recours pénal. Autre dossier sensible, les nouvelles révélations concernant cette fois-ci Gérald Darmanin. Selon Mediapart, le ministre de la Justice aurait intercédé en faveur d'un officier de police proche de Carla Bruni-Sarkozy via échange WhatsApp. Et enfin, un dernier coup de tonnerre dans ce bal de scandale, la perquisition du domicile d'Aurore Berger. L'ancienne ministre et figure montante du macronisme est visée dans une affaire de faux témoignages liés au lobbying des crèches privées. Un dossier qui s'ajoute à une longue liste d'affaires, ternissant l'image d'une majorité présidentielle française déjà bien fragilisée. Ces scandales, loin d'être isolés, dessinent un paysage politique où les institutions vacillent au gré des affaires et des rapports de force. À force de compromis, de calculs tactiques et de gestion de crise à courte vue, l'exécutif en France semble pris dans une spirale où chaque nouvelle révélation affaiblit un peu plus la confiance des citoyens. Les autorités d'occupation marocaine ont expulsé hier 3 eurodéputés dès leur arrivée dans la ville occupée de l'Aïoun, venus d'Espagne, du Portugal et de Finlande. Les parlementaires ont été empêchés de documenter les crimes et les violations du Marzen. Ce dernier applique la politique du blackout médiatique au Sahara occidental. Amira Sfta. Énième dérapage des forces d'occupation marocaines. Cette fois, ce sont 3 eurodéputés qui ont payé les frais de ces dépassements non justifiés. Sitôt arrivés des îles Canaries, la parlementaire espagnole Isabel Serra Sanchez du parti Podemos, du parlementaire finlandais Tessi Saramo du parti Vassimisto et de la parlementaire portugaise Catarina Martins du parti Bloco de Esquerda, venus visiter l'Aïoun occupée à l'invitation officielle du collectif sahraoui des défenseurs des droits de l'homme, CODESA, ont été tout simplement empêchés d'effectuer une visite d'inspection dans la partie occupée du Sahara occidental. Selon les témoignages des 3 membres de la délégation européenne, les autorités marocaines les ont empêchés de descendre de l'avion sous prétexte qu'ils n'avaient pas de permis pour entrer dans la ville. Notre détention illégale nous empêche d'accomplir notre travail en tant qu'eurodéputés. Nous sommes venus en mission pour suivre l'application de l'arrêt européen annulant les accords d'agriculture et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, car ce dernier exploite les ressources du peuple sahraoui. La fin du mois de janvier dernier, l'occupation marocaine a empêché des parlementaires basques de se rendre dans les territoires du Sahara occidental, auxquels ils souhaitaient accéder pour s'informer sur la situation des droits de l'homme dans les zones occupées. Le parti espagnol Sumar a appelé son gouvernement à demander au Maroc de fournir des explications pour avoir empêché une délégation de parlementaires basques d'entrer dans la ville de l'Aïoun au Sahara occidental occupé, qualifiant l'action marocaine d'extrêmement dangereuse, d'autant plus qu'il s'agit d'une visite officielle de parlementaires basques dont le ministère a été informé à l'avance. Des abus qui viennent s'ajouter à une longue liste d'interdictions d'accès au territoire occupé du Sahara occidental. 2 jours avant, les autorités d'occupation marocaines ont expulsé le journaliste espagnol Asier Aldea Esnaola et l'influenceur hispano-suisse Ramila de Aventura des territoires sahraouis occupés. Une mesure restrictive visant à empêcher les médias étrangers et les observateurs internationaux de documenter les violations des droits humains contre le peuple sahraoui. L'Association pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines et une ONG européenne fait état de plus de 311 étrangers de 28 pays d'entrer dans les territoires sahraouis occupés depuis 2014.
Les forces d'occupation marocaines ont expulsé et empêché ces militants des droits de l'homme de documenter les violations des droits humains de l'homme. Depuis le début de cette année, l'occupation marocaine a empêché 10 étrangers, dont 3 parlementaires du Pays basque, d'entrer au Sahara occidental. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.